Aujourd'hui, je reçois Rachid Madran. Bonjour. Bonjour. Ministre des Sports et de l'aide à la jeunesse. On va d'abord parler sport. Avec tout ce qui se passe, ce chaos au White Star, on essaye de voir clair. Les entraîneurs de jeunes qui font grève parce qu'ils ne sont pas payés. Biko, qui était parti entraîner un autre club à l'Antwerp, il était viré à l'Antwerp, il revient dans son club du White Star. Il envisage de vendre son matricule. Comment le ministre des Sports peut mettre de l'ordre là-dedans ? C'est vrai que la situation n'est pas simple, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, première chose, il n'y a pas de fatalité à la disparition d'un club et de l'école des jeunes. J'avais déjà rencontré les autorités communales, le club, ma collègue Fadila Lahanan chez moi. On avait essayé de trouver des solutions déjà à l'époque et je vous avoue que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est sauver l'école des jeunes. Ça me semble l'essentiel. On parle de près de 600 jeunes, donc c'est pas rien. Il y a évidemment toute la question du club. Je pense qu'il y a des possibilités. Je rencontre aujourd'hui à 16h justement les entraîneurs, une délégation d'entraîneurs, des responsables de l'école des jeunes et des parents. Et on va voir ensemble quelles pistes on peut envisager pour essayer de trouver une solution. Moi, ma volonté, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est de dire, moi je suis un facilitateur. Je mets autour les gens de bonne volonté et on va essayer de trouver des solutions ensemble. S'il faudra à un moment donné intervenir, moi je suis prêt à assumer mes responsabilités. Mais la responsabilité des politiques, c'est de faire en sorte que cette école survive et puisse être pérenne, alors que ce soit au ROEDM ou ailleurs, on verra. Je veux aussi voir clair sur les intentions de M. Biko. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce qu'il veut conserver le club, le vendre? J'entends des tas de choses. Donc moi, je ne vais pas m'avancer maintenant. Tout à l'heure, je rencontre les responsables et on va essayer ensemble de voir dans quelle mesure moi je peux essayer d'apporter une solution. Et M. Biko sera là à votre réunion? Pas cet après-midi. Alors, en matière de sport, évidemment, et de club de sport, il y a une bonne nouvelle que vous avez annoncée il y a quelques jours. Très bonne nouvelle. Vous allez nous expliquer. C'est qu'il y avait des subsides qui étaient prévus pour les clubs bruxellois de sport et ils ne les recevaient pas. Et bon, maintenant, ils vont les recevoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais d'abord, pourquoi ils ne recevaient pas ces subsides? Alors, notre pays est un pays magnifique, fantastique, mais il est compliqué. Vous savez que début 2008, du côté flamand et du côté francophone, il avait été décidé de scinder les fédérations. Donc, on communautarisait le sport. Les Flamands ont créé une fédération flamande de football. C'est valable pour toutes les fédérations et les francophones l'ont fait aussi. Il y avait un problème pour les clubs bruxellois, c'est-à-dire qu'on demandait aux clubs bruxellois de choisir le régime linguistique, ce qu'ils n'ont pas voulu faire à l'époque. Et donc, depuis 2012, parce que c'est à ce moment-là que les choses se sont faites, une structure qui s'appelle l'ACFF, l'Association des clubs francophones de football, qui est la fédération francophone des clubs de football, a demandé aux clubs de Bruxelles de choisir. Ils n'ont pas voulu rejoindre l'ACFF et donc ils se sont retrouvés dans une espèce de zone de no man's land où, comme ils ne choisissaient pas, comme ils n'étaient pas membres de l'ACFF, ils ne bénéficiaient pas des aides qu'apporte l'ACFF au club et évidemment des moyens. La semaine passée, dans mon bureau, on a trouvé une solution. Et donc aujourd'hui, la structure bruxelloise, Brussels Football, intègre la structure ACFF. Et à partir de début 2017, eh bien, il y aura tous les avantages que les clubs wallons avaient bénéficieront aussi aux clubs bruxellois. Par exemple, oui. Bon, j'y viens. Pour vous donner un exemple, sur 230 clubs qui étaient soutenus, il y avait seulement 2 bruxellois avant l'accord qu'on a trouvé. Alors c'est quoi l'aide? C'est par exemple tout ce qui est foot élite études. C'est-à-dire qu'on adapte les horaires scolaires des jeunes talents et au sport. C'est aussi toute la détection des jeunes joueurs. C'est par exemple pour les clubs un soutien administratif aux clubs. C'est des écoles d'entraîneurs, des formations pour les dirigeants. C'est du sport au féminin. C'est une prime d'accueil qui va arriver à tous les clubs qui rejoignent la CFF. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est rétablir un équilibre, une équité vis-à-vis des clubs francophones. Et c'était sincèrement inacceptable que les Bruxellois soient dans cette situation. C'est-à-dire que depuis maintenant 5 ans, nos clubs bruxellois ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que les clubs wallons. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Dernière chose, la CFF, c'est 180 000 membres. La structure bruxelloise, c'est 30 000 membres. Ça veut dire que les 30 000 membres viennent s'ajouter aux 180 000 membres et donc la CFF va avoir plus de moyens puisqu'on soutient la fédération au prorata du nombre. Donc tout le monde y gagne.
Voilà, c'est du win-win. Oui. Et ça, ce sera donc pour 2017. Voilà. Alors, et donc je suis content de l'avoir réalisé et parfois je m'interroge, je me dis, est-ce qu'il fallait vraiment attendre 23 ans pour avoir un ministre bruxellois et pour pouvoir enfin régler cette question? Vous croyez que c'est ça la raison? C'est qu'il n'y avait pas de Bruxellois à la tête des Très sports? sincèrement, je pense que mes amis wallons considéraient que c'était un caprice des Bruxellois de ne pas accepter le fait de devenir et de choisir son régime linguistique, mais en réalité, c'était, par exemple, les infrastructures étaient communales. Comment demander à un club de choisir un régime linguistique alors que le terrain appartient à la commune qui, par définition, est bilingue? Il y avait des championnats aussi, ça devenait difficile de faire des championnats pour les néerlandophones et pour les francophones. Bref, la situation était très compliquée pour nos clubs bruxellois et c'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas pu choisir à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de messages de responsables de clubs. Ils sont vraiment très contents parce que ça va leur apporter à la fois un ballon d'oxygène, mais ça va aussi mettre le sport bruxellois et le football bruxellois au même niveau que le football wallon. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais quand on compare la pratique du sport, on voit que les Bruxellois sont un peu moins sportifs que les autres en Belgique, et notamment par rapport aux Wallons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi en cette matière-là? Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on manque un peu d'infrastructures sportives à Bruxelles? Aussi, trois choses. Un, il ne faut jamais oublier, à Bruxelles, mais c'est valable ailleurs, qu'il y a une corrélation entre le revenu des gens et la pratique sportive. Plus on a de moyens, plus on fait de sport. Première chose. Deux, quand on regarde les infrastructures sportives à Bruxelles, on regarde que les communes où il y a le moins d'infrastructures sont aussi les communes où le revenu par habitant est le moins élevé. Alors vous avez raison, on manque d'infrastructures. Mais il faut savoir que si on ouvrait les salles de sport des écoles, on couvrirait déjà 80% des besoins de salles indoor à Bruxelles. Et pourquoi on ne le fait pas? Vous êtes à la Fédération Bruxelles, vous n'avez qu'à en parler à la Malheureusement, ministre. je n'ai pas les infrastructures. Elle n'est pas bruxelloise. Non. Mais donc, dans le lien sport-école, oui, c'est une des volontés. C'est de voir comment est-ce qu'on pourrait inciter les écoles à essayer d'ouvrir. Peut-être qu'il y a des aménagements spécifiques à faire pour que les entrées soient séparées. Peut-être qu'il faut soutenir un emploi d'une personne qui va ouvrir et fermer. Il y a des concierges, mais est-ce que les concierges sont là aussi pour vérifier les infrastructures en dehors des heures scolaires? Donc j'essaie, si vous voulez, de réfléchir à des incitants qui pourraient permettre aux écoles qui le souhaitent d'ouvrir. Et alors je pense qu'il faut, pour inciter les jeunes à faire du sport, je pense que ça commence à l'école. Et donc tout ce qu'on est en train de faire, sport à l'école, on appelle ça, c'est-à-dire on demande à des fédérations de faire la promotion de leur sport au sein des écoles et on soutient financièrement, histoire d'initier les gamins et les gamines à voilà, une activité sportive. Ça peut être du hockey, du basket, de l'athlétisme. Et on le fait et je pense que ça, il faut le développer. Alors, on referme le chapitre sport pour ouvrir un autre dossier dont vous vous occupez, plutôt en tant que ministre des maisons de justice, de l'aide à la jeunesse. Donc, c'est cette lutte contre la radicalisation. Et alors, vous allez ouvrir en janvier un CAPRAV à Bruxelles. Alors, c'est quoi ce CAPRAV? Alors, on s'est inspiré du modèle canadien. C'est un centre d'aide et de prise en charge des personnes confrontées à du radicalisme violent ou à de l'extrémisme violent. Parce que je dis toujours, j'insiste, c'est pas exclusivement le radicalisme islamiste. Hein, c'est toutes les formes d'extrémisme et de radicalisme au Canada violent. Les suprémacistes, l'extrémisme d'extrême droite. Enfin, bon, voilà. Tout ça, c'est pris en charge. On le fait donc début de l'année. En principe, on ouvre, on a engagé le personnel. Ils sont en train aujourd'hui de retravailler sur les méthodologies qu'on va utiliser. Mais ça y est, c'est sur le point d'être ouvert. Je pense que c'est une vraie nécessité. Alors, il se trouvera où, ce centre ? À Bruxelles. Je ne donnerai pas le lieu pour des raisons évidentes de sécurité, mais en tout cas, ce sera sur Bruxelles. Alors, comment on choisira ces jeunes radicalisés ou ces vieux radicalisés qui viendront dans ce centre? Comment ça se passera? Il y a différentes, on va dire, voies d'accès. Soit à un moment donné, ils nous seront confiés sur base volontaire par des membres de la famille, par la personne elle-même, ou alors il y aura des situations où la personne sera presque obligé de suivre le parcours et nous ce qu'on fera alors c'est de prendre en charge de manière individuelle et systématique les personnes pour les amener dans un trajet de sortie, de désistance, on appelle ça dans le langage technique, essayer de les amener progressivement à sortir de ce cycle de la violence
pouvoir à un moment donné se reconstruire et ne plus être complètement dans ce radicalisme violent. Et là, on a engagé des psychologues, des psychiatres. Il y a un panel multidisciplinaire pour essayer de faire un travail psychosocial avec ces personnes. Et ça donne des résultats quand on fait un travail individualisé et qu'on suit les gens sur un parcours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas à un moment donné de les désengager de la violence, il faut pouvoir les accompagner dans un projet de reconstruction. Mais est-ce que ce lieu, c'est une espèce de prison ou de maison de redressement, ou bien c'est un centre de formation ? C'est pas du tout une prison. On n'héberge pas les gens. En France, ils ont testé la méthode, ils essayent de faire cette espèce un centre où on est là en permanence 24 heures sur 24. Nous, c'est pas du tout ça. Il y aura, premièrement, d'abord une aide téléphonique. C'est-à-dire les gens pourront appeler et seront pris en charge par un professionnel, un expert, qui pourra répondre aux éventuelles demandes des familles, des personnes elles-mêmes ou de l'entourage ou des écoles. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fera, c'est qu'on prend en charge de manière individuelle une personne et on l'accompagne dans une trajectoire pendant un temps donné. Il ne s'agit pas d'héberger les gens, il s'agit de les accompagner, de les prendre en main, de les suivre, même dans leur lieu de vie. L'objectif, c'est de traiter de combien de personnes, finalement ? C'est difficile à dire, on verra avec l'expérience, mais si je prends le modèle canadien, sur à peu près 4-5 mois, ils ont suivi à peu près 600 personnes. Donc je pense qu'on est capable de faire à peu près la même chose, puisqu'on fonctionne presque de la même manière. Nous, on a 17 membres du personnel, eux, ils étaient 15. Donc je pense qu'on va, si on se base sur le modèle canadien, pouvoir, je l'espère, faire la même chose. Merci Rachid Madrane, on se retrouve demain pour notre interview. Bonne journée, bonne soirée.